Dans les grands axes de cette première partie de la conférence, c'est quelles sont les grandes lignes de 2024, en tout cas, qui ont été recensées par les professionnels de la ressource RH, enfin de la fonction RH, pardon, au national. Alors, il faut savoir que moi, je fais partie du LabRH, c'est-à-dire le LabRH, je ne sais pas si vous le connaissez, non? Alors, c'est une association nationale qui recense toutes les innovations des ressources humaines en France et à l'étranger. Et ce que le LabRH fait aujourd'hui, c'est de mettre en relation la fonction RH dans le sens large, c'est-à-dire les grands groupes, les PME, les ETI, etc., un peu plus traditionnels, on va dire, hein, et de les mettre en lien avec justement des structures comme la nôtre qui apportent de l'innovation pour que ça puisse se compléter. Et donc, avec ça, il y a tout un tas d'études. Alors, pour le LabRH, ils ont recensé à peu près 300 startups et ils ont tout un panel des grands groupes, etc. derrière. Donc, c'est vraiment un grand mouvement. Et derrière, ben justement, ils ont cette capacité d'avoir une analyse profonde des tendances, etc., qu'il peut y avoir chaque année. Donc ça vient plutôt de là, c'est-à-dire que je me nourris, hein, je me mets à jour aussi de tout ça assez régulièrement. Et les 4 axes qui sortent pour 2024, c'est l'engagement collaborateur, l'approche héroïste de toutes les actions, les nouvelles technologies, on peut parler de l'intelligence artificielle, mais il y a plein d'autres, et le bien-être et l'épanouissement professionnel. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, ce sont des sujets qu'on a déjà vus. Alors ce qui est nouveau en 2024, c'est le regard qu'on va porter à ces tendances-là. Donc, par exemple, pour l'engagement collaborateur, aujourd'hui, on sait que la tendance commence aussi à basculer, c'est-à-dire qu'avant, nous, responsables RH, on était plutôt à la chasse de nos collaborateurs, à essayer de les retenir, à essayer de les attirer. C'est toujours peut-être encore le cas, en fonction aussi de l'activité qu'on a. Mais on constate, et pour ceux qui ont été à l'union patronale, au bout de l'union patronale, ici en Charente, il y a 3 semaines, je pense, on a bien vu que pour 2025, on a beaucoup recruté. Ces dernières années, on a beaucoup recruté. Il y a un gros boom aussi de tout ce qui est alternance, donc on a recruté en masse des alternants, potentiellement qui restent, et du coup, il va y avoir aussi une casse quelque part de ce cycle où on était vraiment à la demande des collaborateurs. Maintenant, il va y avoir plutôt des collaborateurs qui vont se retrouver sur le marché, et donc la tendance s'inverse un peu en 2024 et en 2025. Il n'empêche que les collaborateurs qui sont chez nous, il faut quand même les engager, il faut les fidéliser, il faut les motiver. Enfin, en tout cas, on ne peut pas nous obliger quelqu'un à être motivé. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut mettre en place l'environnement nécessaire pour justement abonder dans le sens d'une motivation personnelle et collective. Et c'est ça qui est important dans l'engagement collaborateur aujourd'hui. C'est plutôt, voilà, j'ai attiré pas mal de monde, j'ai embauché. Ça serait bien que maintenant on y arrive ensemble et de façon cohérente à travailler. Qu'on se sente tous bien, qu'on soit bien chez moi, dans mon entreprise, et que derrière je puisse avoir des répercussions sur le bien-être, sur la performance, etc. Il va y avoir un temps de questions-réponses avant derrière. Donc, si vous avez des questions-réponses, des questions, vous les gardez pour répondre. Alors, l'approche héroïste, c'est très important pour la fonction RH. C'est quelque part un peu nouveau. Je ne sais pas si vous le mettez déjà en place pour certains ou pas, pour d'autres. Mais il faut comprendre que la fonction RH aujourd'hui, elle doit évoluer vers une fonction qui a des marqueurs, qui arrive à piloter les actions de façon pertinente, c'est-à-dire qu'on met des actions, on met un budget, on met du temps, on met de l'énergie, et derrière, il faut savoir ce que ça vous apporte. Et ça, c'est difficile pour la fonction RH. On n'a pas encore, nous,
cette perspective, cette habitude de dire, ok, j'ai mis ça en place, chouette, c'était la fête. On a fait une semaine de qualité de vie au travail. Quel a été l'impact réel? Pourquoi on ne le fait pas? Déjà parce qu'on ne sait pas le faire. Et de deux, comment on sait? Comment on mesure ça? Il en va de l'émotionnel, il en va de beaucoup de choses. C'est pas comme la vente. Hein, quand on vend des choses, ben, on a des chiffres, on sait combien on a investi, on sait combien on a gagné. Okay. Par contre, c'est possible de mesurer tout ça. C'est possible de mesurer, par exemple, si je me suis lancée sur une année ou deux sur une campagne d'engagement, est-ce que, effectivement, j'ai réussi à retenir un pourcentage de mes collaborateurs par rapport à d'autres années? Si oui, quel a été l'impact de ces collaborateurs-là qui sont restés pour la production? Donc ça, il faut le garder en tête. Il faut le structurer dès le départ. Nous, si on a gagné les concours mondes de la qualité de vie au travail à Schneider Electric, et si on a pu justement déterminer que ça a eu un impact sur l'engagement des collaborateurs et qu'on a gagné un taux d'engagement collaborateur de 70%, c'est que dès le départ, quand on a lancé le programme, on était sur cette approche héroïste. Chaque personne qui passait notait les formations, notait la pertinence de la formation, sa fierté vis-à-vis de son entreprise qui lui apporte ça, etc. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu cet impact-là. Mais ce n'est pas en arrivant à la fin, en se disant, bon, maintenant on a fait 6 mois de travail, on voit que globalement, on sent que tout le monde est heureux. Ben oui, ça se sent. Mais sur le papier, vraiment, qu'est-ce que ça apporte? Et c'est important. C'est important pour vos budgets aussi. Hein, parce qu'on est tous confrontés à cette dynamique-là, mais il faut aller parler à la direction hein, pour qu'elle vous développe le budget. Et la direction, elle va aussi être d'accord sur le fait qu'on est tous heureux, mais elle va être plus d'accord sur le fait qu'il y a 70% de plus de taux d'engagement de vos collaborateurs. Donc si vous voulez vraiment décrocher du budget, de deux, avoir aussi une crédibilité, et de trois, vraiment mettre en place des solutions qui tiennent la route, il faut avoir cette approche héroïste et ce n'est pas non plus très sorcier. Il faut juste s'y coller et il faut voir comment on peut le faire de façon très simple. En fonction des entreprises, il y a aussi des logiciels, il y a aussi tout un tas de fonctionnalités IT qui permettent de faire ça, mais on n'a pas besoin aujourd'hui de lancer la grosse machine pour gérer ça. Donc très important d'avoir cette veine héroïste dans la fonction RH. Les nouvelles technologies, du coup, ça nous amène à ça. En 2023, on était, en tout cas, je vous parle encore une fois dans les sphères innovation nationale, grands groupes, etc., start-up, tout le monde est parti sur l'intelligence artificielle. Super, il faut mettre ça dans la fonction RH, à fond les manettes. Mais c'est un peu comme tout en fait. Hein. Toute technologie, elle doit être au service de l'homme. Et on doit pouvoir savoir aussi s'en servir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des cas d'études où les entreprises se sont retrouvées, déjà ça coûte, hein, ces technologies ça coûte, se sont retrouvées à intégrer ça, à partir vraiment beaucoup trop dans la techno et à oublier le côté humain, et à ne pas savoir quoi faire de cette technologie et à ne pas savoir quoi faire de toutes ces données. Donc aujourd'hui, en 2024, on revient à un équilibre entre, ok, la technologie, elle me sert, j'investis, mais j'investis de la même manière dans l'humain. Il faut que ça aille ensemble. Pour vous donner un exemple concret, j'étais il y a 15 jours aussi au salon des technologies RH. Je vous encourage à y aller, hein, ça se passe tous les ans et c'est très intéressant, on découvre énormément de choses. Et donc, dans une table ronde, il y avait le cas de figure de Carrefour, qui se retrouvent dans une situation où ils reçoivent énormément de candidatures par mois et qu'ils n'arrivent pas, justement, de façon humaine, pas avec les collaborateurs RH, à traiter tout ça. Donc, ils ont mis en place un système d'intelligence artificielle qui permet vraiment d'accompagner les candidats jusqu'à l'embauche.
Mais ça a mis énormément du temps, donc c'est de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire que ça se nourrit aussi au fur et à mesure. Ils ont mis énormément du temps à rendre cet outil, à l'humaniser quelque part, pour que le candidat sente vraiment qu'il est vraiment accompagné de façon très humaine et que ça puisse faire gagner du temps au RH, mais que le côté humain ne tombe pas ailleurs. Et ça aussi, si on intègre une technologie, il faut former les collaborateurs à l'utiliser. Parce que c'est pareil, si j'ai une Ferrari mais que je ne sais pas la conduire, ça ne sert à rien. Okay. Donc ça, pour les nouvelles technologies, on peut aussi parler de tout ce qui est réalité virtuelle pour toutes les formations, etc. Ça, encore une fois, ça dépend vraiment du besoin. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Mais il n'y a pas réellement besoin d'aller très loin dans tout ça non plus. On peut innover de façon simple, efficace et à pas très cher. On va montrer quel type d'innovation on a mis en place, par exemple, pour Zemandrop, c'est pour Marina et pour et les bien-être. Gros sujet, les bien-être. Est-ce que c'est du baby-foot? Est-ce que l'entreprise doit s'occuper du bien-être des salariés? On n'est pas la sécurité sociale non plus, on n'est pas des psychologues, chacun doit se prendre en charge. Est-ce que vraiment, moi, en tant qu'entreprise, je dois me soucier du bien-être de mes collaborateurs? Gros sujet, on peut être d'accord, pas d'accord. La réalité, c'est que moi, en tant qu'Evelyne, collaboratrice de Zemandrop, je suis une personne. Et que je sois au travail ou que je sois à la maison avec mes fils Adrien de 9 ans, je reste Evelyne. Et que dans ma tête, je ne sais pas décloisonner. Hein. J'arrive à la maison, j'ai dans ma tête le travail. J'arrive au travail, j'ai dans la tête mon enfant. Et donc, l'image qu'on avait du travail avant, où vraiment, moi, je ne mélange absolument pas ma vie pro, ma vie perso, et personne ne m'y oblige, c'est toujours le cas. Hein. Voilà, on peut aussi être très bien avec ses collègues dans la semaine, mais on n'a pas envie de passer sa vie et le week-end avec les collègues non plus. On est d'accord là-dessus. Mais par contre, il ne faut pas oublier que les collaborateurs, ils ont... Enfin, c'est un individu à 100% avec tout ce qui va avec. Sa vie personnelle aussi qui impacte la vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment la partie globale. Mais quand on rentre dans les détails d'une vie professionnelle, d'une tâche, d'une performance, d'une confiance en soi, etc., quelque part, le responsable d'équipe, le RH, le directeur d'entreprise, doit se positionner comme étant un agriculteur qui doit se soucier de l'environnement qu'il met en place pour que son potager fonctionne. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on cultive un bel environnement, les retombées qu'on a derrière, eh bien, sont positives ou négatives en fonction de notre capacité à cultiver cet écosystème-là. Okay. Et quand on plante des patates, on ne récolte pas des tomates. Voilà. Et donc, parfois on se dit non, mais en fait, mes collaborateurs, j'arrive pas à les retenir, j'arrive pas à les attirer. Je passe des mois à chercher du monde, j'arrive à avoir quelqu'un, je le forme, mais ça fait 6 mois, non, il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je vais recruter à nouveau. Mais est-ce qu'on est en train de se poser la bonne question? Est-ce que c'est vraiment la force, elle est dans le recrutement ou dans comment je fais pour que mes collaborateurs se sentent bien, au mieux, dans mon entreprise pour y rester? Quelles sont les composantes qui font que l'environnement est assez motivant, assez engageant, pour que ce collaborateur se sent bien, pour qu'il y reste, et pour que aussi, il puisse bien produire. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Voilà. Donc encore une fois, ça peut être drôle ce que je vous dis, mais quand on plante des patates, on ne récolte pas des tomates. C'est très important. Et il ne suffit pas d'avoir un baby-foot à l'entrée de l'entreprise. Il en va vraiment, et là je vais passer pour garder le timing à ses côtés très humains. Quelle est la tendance justement d'aujourd'hui?
Et ce n'est pas vraiment une tendance, c'est un besoin. C'est un must-have. Ça vous parle, ça, un must-have? On fait la différence entre un nice-to-have et un must-have. Un nice-to-have, c'est ça serait sympa de l'avoir. Un must-have, c'est je dois l'avoir. Je peux pas m'en passer. Okay? Aujourd'hui, on est vraiment dans le besoin de développer les compétences comportementales, les soft skills. Okay? Pourquoi? Parce que, on le voit, les technologies se développent très vite, les services, les produits aussi changent très vite, et le monde change vite. Okay? Donc, tout ce qu'on apprend d'un point de vue technique, de toute façon, on va l'apprendre à un moment donné. Que ce soit à faire fonctionner une machine, que ce soit travailler sur un fichier Excel, peu importe, ça, on va l'apprendre. Par contre, faire face à ces changements qui arrivent de façon exponentielle, ça, il en va de la compétence comportementale. Comment est-ce que j'active ma capacité de résilience, d'adaptation, d'écoute, de pensée stratégique pour absorber tout ça? Et ça, dans un temps presque record aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui va faire la différence entre une entreprise qui s'en sort d'ici 3 ans et une autre qui peut. Alors, encore une fois, on ne néglige pas les compétences techniques, hein, les hard skills, on ne les néglige pas, parce que, comme Marina le disait, elle va peut-être le dire, si on sait parler à quelqu'un, si on est dans la banque, si on sait parler à un client, mais qu'on n'arrive pas à lire le bilan financier de son client, ça ne va pas non plus, il faut mettre les deux au même pied d'égalité. Mais ça, c'est nouveau. Avant, les compétences comportementales, on n'en parlait même pas. Il y a 2-3 ans, on commençait plus ou moins à se soucier de ça, mais c'était pas... Voilà. Aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que tout évolue et que ma capacité à moi de vraiment gérer tout ça, c'est ça qui va faire la différence. Même d'un point de vue personnel. Comment est-ce que je vais naviguer au sein de mon entreprise pour pouvoir gérer tous ces changements qui arrivent, aussi bien pour moi, pour mes équipes, pour les services, pour le business, etc. Et je reviens à mon exemple d'acheteuse, soit je vais droit dans le mur, soit je m'équipe pour m'en sortir. Et ça va impacter le reste. Donc c'est pour ça que nous, on s'est positionné sur les compétences comportementales et on va rentrer un peu plus dans les détails dans ça. Alors, est-ce que... Voilà. Alors, les compétences comportementales, ça permet aussi d'accompagner les collaborateurs tout au long de son parcours collaborateur au sein de l'entreprise. Même avant l'intégration. Okay? On peut très bien travailler, peaufiner les entretiens d'embauche, comment est-ce que j'accueille les candidats. C'est important de prendre conscience de ça aussi parce qu'il en va de votre marque employeur. Comment les collaborateurs vont parler déjà de votre entreprise, même avant d'y être. Parce que même s'il n'est pas pris, il va quand même parler de votre entreprise. Hein. Et il va dire, j'étais très bien accueilli, alors j'étais pas pris, mais c'est pas grave, j'ai vu que c'est une entreprise hyper bienveillante. Ou alors, non, mais ils m'ont même pas répondu. Et ça va impacter votre marque employeur. Donc c'est vraiment dans les détails, hein, ça fait. Donc, par contre, on peut très bien accompagner un collaborateur dans l'onboarding, c'est-à-dire dans l'accueil, quand il monte en compétences, quand il revient d'un congé de longue durée, et même dans son départ. On a tendance aussi à négliger énormément les départs. C'est difficile à gérer les départs. Parce que de toute façon, on se dit, bon, de toute façon, il va partir. Mais comment est-ce qu'il part? Qu'est-ce qu'il va dire de vous après? Est-ce que c'est vraiment une bonne personne qui pourrait même être réabordée à un moment donné? Et donc ça aussi, il faut les soigner. Alors tout ça, on a conscience. Après, maintenant, comment on les gère vraiment sur les terrains? C'est ça, vraiment la problématique, je les gère comment? Parce que moi, en tant qu'RH, je n'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai la paie, j'ai toute la partie sociale, j'ai tout un tas de choses, et je suis conscient que je dois gérer ça, mais je n'ai pas le temps, et je ne sais pas comment faire. Donc, bon.
À la limite, je fais un webinaire tous les 6 mois de sensibilisation pour les collaborateurs. Ça ne coûte pas très cher, je coche la case. Mais en fait, ça me retombe dessus parce que les collaborateurs, ils savent très bien que c'est fait pour cocher la case. Ils savent très bien que ça n'apporte aucune solution réelle et dans la durée. Et tout le monde est frustré parce qu'on a passé du temps, on a mis de l'argent sur la table et que ça n'apporte aucune solution durable. Sauf que moi, en tant qu'RH, je ne peux pas faire mieux. Donc, voilà comment nous, par exemple, on a conçu une solution qui puisse permettre justement à une entreprise de vraiment aller sur le terrain, concrètement. Donc, c'est de la formation sur minimum 12 mois pour l'ensemble des collaborateurs. C'est très important de travailler sur les collectifs. Si Schneider Electric a réussi sur ces 6 mois, c'est parce que tout le monde y est passé. Si on veut éliminer les travails en silo, par exemple, de nos services, on ne peut pas non plus former les gens en silo. Quand on plante des patates, on ne récolte pas des tomates. Donc, on doit aussi mettre tout le monde au même pied d'égalité avec la même information, la même formation pour que ça puisse, justement, cet écosystème puisse se nourrir de lui-même. Donc, nous, en tout cas, on travaille, comme je vous dis, j'apprends comment je fonctionne, je les mets vraiment à... Je mobilise tout cet apprentissage par l'expérience, parce que là, pareil, si je regarde une vidéo... J'attends que le message passe. Voilà. Si j'attends que mon collaborateur apprenne juste en allant à une formation, en regardant quelques slides et qu'il revienne et qu'il lui transforme mon service, ça ne fonctionnera pas. C'est comme le sport. On sait très bien tous que faire du sport, c'est bien. On sait très bien à quel point ça me fait du bien, à quel point... Mais si je ne cours pas, il ne va rien se passer. Hein. Voilà. Donc c'est très important, ça. Et donc de vivre par l'expérience de s'entraîner sur une durée longue. C'est comme le sport. Courir 10 minutes tous les 3 jours, c'est mieux que de courir une fois tous les 6 mois, tous les samedis matins. 12 heures d'affilée. Ça ne fonctionne pas. OK? Et donc, derrière, on va avoir des bénéfices hein, de qualité de... Enfin, ça va améliorer la qualité de vie, les conditions de travail, ça va prévenir les RPS, le burn-out. Pourquoi? Parce que le collaborateur, il est équipé. Il sait comment il fonctionne, il sait qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter tout ça, il sait comment gérer son emploi du temps, il sait comment gérer ses émotions, voilà, et donc tout ça, ça permet de rentrer dans un cercle positif dès le départ, ensemble, en individuel et en équipe. Ça, c'est important. OK? Et puis bon, alors nous, on s'appelle Lemon Drops, c'est pour Lemon Drops, ou des citrons avec les M, c'est pour apporter du peps, de la joie, de la bonne humeur dans le quotidien de nos collaborateurs et de nos entreprises, parce que évidemment, il y a des problèmes, tout le temps il y a des problèmes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des réussites. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des collaborateurs qui vont bien et que des projets qui réussissent. Et donc, l'idée, c'est d'apporter aussi ça par la connaissance de comment on fonctionne, de quelque part, par cette expérience-là, apprendre à tourner son regard vers le positif et abonder vers ça. Alors, l'idée, c'est pas de négliger les problèmes et de faire l'autruche. L'idée, c'est d'utiliser les problèmes pour se nourrir, pour innover, pour grandir, pour s'améliorer. Ce qui est différent. OK? Voilà. Alors nous, on travaille sur 3 piliers, hein, parce que les problématiques qui sortent de ça, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi les collaborateurs sont désengagés, etc. C'est que, d'une, il y a des problèmes de communication, des taux de stress très importants, une mauvaise ambiance dans les équipes et un manque de développement personnel et professionnel. Ça désengage les collaborateurs, tout ça. Pourquoi? Parce que déjà l'humain, par nature, a besoin de grandir, a besoin d'apprendre, a besoin d'évoluer.
S'il n'y a pas cette composante d'évolution, qu'elle soit perso ou pro, ça, je veux dire que ça soit une hiérarchie, mais aussi ça peut rester comme ça, mais j'apprends toujours. S'il n'y a pas cette composante-là, vos collaborateurs va se désengager naturellement. S'il n'y a pas une bonne ambiance dans l'équipe, personne n'a envie d'aller travailler tous les jours, s'élever vraiment avec beaucoup d'enthousiasme si l'équipe ne fonctionne pas bien. On y va plutôt en prenant des pieds. Si on ne communique pas bien, forcément, les projets ne peuvent pas bien fonctionner non plus. Et donc, tout ça, ça désengage. Donc, on va travailler ça par quel moyen? Par la compréhension de la conscience sociale. Après, si vous avez des questions, vous me direz, hein, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. La gestion relationnelle. Comment est-ce que je gère mes relations? Alors, une maîtrise de soi, c'est comment est-ce que je gère mes émotions à moi, comment est-ce que je gère mes actions, mes réactions. Et pour ça, il faut que j'ai une conscience de moi, que je sache comment je fonctionne. Parce qu'on fonctionne. Alors, le mode de fonctionnement est le même pour tous, mais par contre, la perception des choses n'est pas la même. Et les émotions qu'une même situation génère chez moi peuvent être différentes pour quelqu'un d'autre. Okay. Et pour ça, il faut qu'on comprenne d'abord les modes de fonctionnement du cerveau. Ça va jusqu'à là, je ne vous ai pas perdu? Ouais. Donc nous, on travaille tout ça. Comment? Alors nous, on a créé un dispositif qui fonctionne sur la base du blended learning, c'est-à-dire l'apprentissage hybride. On va se servir de la technologie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a un Learning Management System, un LMS, c'est une plateforme digitale d'e-learning qui permet d'accéder à des formations, à l'information et aux exercices, à raison de 20 minutes par jour. On va apprendre comment fonctionne le cerveau, on va faire des exercices, mais qui vont être praticables grâce à une mallette pédagogique qui est distribuée à chaque collaborateur et qui va permettre à chaque collaborateur d'éveiller les cinq sens et de travailler ses émotions, cette concentration, cette manière d'apprendre à se connaître par le toucher, par l'odorat et de façon simple et ludique et efficace. Et donc, c'est aussi une petite attention pour les collaborateurs, pour lui dire aussi que tu n'es pas qu'un chiffre, tu es les bienvenus et on a vraiment un petit cadeau pour toi, en plus de tes formes. Ça va venir aussi cultiver la culture d'entreprise, naturellement. Voilà, et donc c'est fondé sur les neurosciences, la psychologie positive et l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est passé trop vite, je ne sais pas. Voilà. Ok. Donc, concrètement, ça fonctionne. Un programme, il démarre avec un bilan de soft skills. Chaque collaborateur fait son bilan de soft skills qui lui permet de connaître les facteurs de motivation, les soft skills prédominants, son contrat psychologique avec l'environnement du travail. C'est une première prise de conscience des connaissances de soi, déjà, tangible. Après, il y a un programme socle de 5 jours avec des capsules de formation de 20 minutes par jour. On les fait tous ensemble, en collectif. Et après, chaque jeudi, il y a des animations, des exercices, des webinaires, des ateliers pendant 12 mois pour tous les collaborateurs. Ce n'est pas obligatoire. Les collaborateurs qui s'intéressent à une thématique particulière s'inscrivent et suivent les webinaires. On va traiter la diversité et l'inclusion, les biais cognitifs, l'éco-anxiété, la gestion du stress, tout ça lié aux compétences comportementales et au mode de fonctionnement cognitif. Voilà, et donc avec la mallette pédagogique et avec les ateliers. Je vous ai dit, vous devez avoir cette approche héroïste. Vous devez aussi avoir peut-être, si vous ne l'avez pas déjà, cette approche marketing de la fonction RH. C'est très important parce qu'on met en place des projets qui mettent du temps, qui mettent de l'énergie, qui coûtent, et on ne communique pas. Et après, on a les collaborateurs qui disent non, mais de toute façon, ils ne font rien pour nous, en fait. Si, il y a plein de choses qui s'effondrent.
sauf qu'on ne communique pas. On est un peu timide là-dessus. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre aussi cette visibilité-là aux entreprises qui s'engagent, parce que c'est un réel engagement là, d'avoir un label de qualité de vie au travail et des responsabilités sociales pour que ça puisse vraiment justement communiquer, matérialiser cet engagement. C'est très difficile de matérialiser une formation en compétences comportementales. La capacité d'écoute, elle se matérialise très difficilement. Mais ça, il faut apprendre à les matérialiser. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une mallette pédagogique. C'est que d'emblée, et vous allez voir vraiment, concrètement, ça nourrit les lieux et c'est pressant. Avec des objets, c'est pressant. Okay, et puis chaque collaborateur reçoit aussi un certificat de formation. Bon, là, je vais passer très vite. Je vous ai déjà parlé de mon parcours. Mais j'ai aussi avec moi Alexandra, mon associée, qui elle est des formations médicales et qui se forme aux thérapies cognitivo-comportementales et qui nous aide énormément dans la production de tout ce qu'on offre à nos clients en entreprise. Donc vraiment, nous, ce qu'on cherche, c'est de la qualité, c'est apporter vraiment quelque chose fondé sur la science et ça va tellement loin. On est le seul à proposer ce qu'on propose, encore une fois en France et à l'étranger. Très bientôt, on va travailler avec le CNRS pour 3 ans d'investigation pour que tout ça soit fondé vraiment, réellement sur des travaux scientifiques de fond. Donc, je vous dis ça, c'est parce que réellement, ça a du sens. Et que si le CNRS accepte de travailler avec nous, c'est pas pour rien. Et donc, que vous pouvez faire confiance à ça. Hein, c'est pas sorti de... Enfin, voilà, c'est pas de la magie noire, quoi, quelque part. OK? Et combien même, on va extraire de la magie noire? Oui, voilà. Mais en entreprise, ça c'est autre chose. Si après, personnellement, on a envie d'y aller, c'est autre chose. Mais en entreprise, je pense qu'il faut quand même voilà, avoir un cadre, malgré tout. Et donc là, voilà, concrètement. Alors, moi là, c'est la solution que nous, on a développée, mais c'est plus pour vous montrer un exemple concret de comment, sur le terrain, ça peut se matérialiser. Hein? Donc, on peut faire, en tout cas pour tout ce qui est soft skills, parce qu'on ne peut pas partir de nulle part non plus. Il faut déjà savoir d'où on part. Quel est mon bilan des soft skills? Quelles sont les compétences que j'ai en individuel, en collectif? Et derrière, comment je me forme? Comment je forme moi, enfin je me forme moi, mais mes équipes aussi, parce qu'encore une fois, si je veux que ça fonctionne, il faut que ça soit tous ensemble. Après, derrière, on peut aussi intégrer des interventions ponctuelles, mais ça vient en complément. Okay, il faut que ça soit dans la durée. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça tombe à l'eau. Il faut que ça soit communiqué. Donc, il y a un pacte de communication. Marina vous en parlera, Bertrand aussi, pour justement valoriser tout ça. Et il faut travailler la partie héroïste, les rapports de performance. Nous, on fait des points réguliers avec nos clients où on ramène les informations. Qu'est-ce qui est ressorti de la formation? Qu'est-ce que le collaborateur a dit? Quel est le taux de satisfaction? Quel est le taux d'engagement? Si c'est trop bas, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là non plus juste pour dire mais tout va bien, c'est super. C'est tant mieux, hein, si tout va bien, c'est super, mais ça veut dire que quelque part, on n'a plus de place pour s'améliorer. Donc, par contre, de façon transparente, on a mis ça en place. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui fonctionnent moins. Celles qui fonctionnent moins, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on s'améliore? Qu'est-ce qu'on met en place? Et régulièrement, c'est aussi un peu les soucis des bilans annuels où en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus depuis janvier, mais on est déjà en décembre en fait. Donc c'est un peu, voilà, ça ne fonctionne pas quoi. Il aurait fallu peut-être s'y mettre dès février pour essayer de trouver une solution. Voilà. Alors quelques chiffres justement de cette approche héroïste, de ce qui remonte de nos clients, des collaborateurs. Par rapport justement à cette composante de gestion émotionnelle, 87% des collaborateurs n'ont jamais fait un programme de formation émotionnelle. C'est un chiffre qui nous impacte énormément parce que ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi. 95% sont fiers de travailler pour une entreprise qui apporte ce type de solution aux équipes. Donc il y a vraiment de la fierté, il y a vraiment de l'engagement, il y a vraiment de la fidélisation derrière.
Et 72% ont confiance dans l'amélioration des relations en équipe grâce à ce type de formation. Pourquoi? Parce que en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est dans la durée. Et comme c'est dans les collectifs, peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas la diversité et l'inclusion, mais que quelqu'un d'autre a fait la formation et vient d'en parler à la machine à café. Du coup, ça déclenche une discussion. Et du coup, moi, je prends conscience aussi de ça, même si au départ, je n'étais pas du tout dans cette logique-là. Ah oui, en fait, ouais, c'est intéressant. Ah, peut-être que je vais aller voir les replays, du coup. Ça fonctionne par mimétisme. Et ça, on le voit hein, dans la neuroscience, etc. On voit comment il fonctionne par rapport à ça. Alors, ceux qui travaillent avec nous et qui sont déjà là pour représenter nos clients, nos heureux clients. Le Crédit Agricole, l'APEC, on a été sélectionné en 2024, on va être accompagné par l'APEC, on fait partie de la première promotion de start-up intégrée par l'APEC pour nous accompagner dans notre croissance, mais pour nourrir aussi les services qu'ils apportent à leurs clients. On fait partie des 5 start-up sélectionnées sur 40, donc c'est plutôt pas mal. Les GECS, on accompagne aussi des grandes écoles, hein, l'école 42, Olivier aussi il intègre ce type d'accompagnement pour ses étudiants. On est accompagné par BPI France et par l'accélérateur des startups de l'EMI. Donc ça fait un joli cocktail. Et maintenant, j'ai beaucoup parlé, hein, donc je vais laisser parler, venir sur scène pour le coup Marina et Bertrand, qui vont, alors Marina d'abord, hein, voilà, qui vont vous parler de leurs expériences. Ok. Combien de temps j'ai? Parce que tu me fais le gardien du temps. Je te fais les gardiens. Du coup, je vais bien sûr vous parler de mon expérience de Zen Drops, mais je vais la positionner dans la chaîne de valeur de l'engagement au Crédit Agricole Charente-Périgord. Moi, je suis Marina Gravigny, je suis responsable de la formation et du développement des compétences maintenant depuis 2 ans au sein de notre caisse régionale. Quand on parle d'engagement, pour être engagé, moi j'ai besoin que mes besoins, oui pour le coup, soient nourris. On va parler des besoins justement. Les gens qui ont fait de la RH, les professionnels de la RH, les professionnels du marketing ne vont pas être étonnés. Quand on parle des besoins, moi je pense à la fameuse pyramide de Maslow, vous connaissez. Donc on va gravir les échelons de la pyramide ensemble. Donc d'abord, on a les fameux besoins physiologiques, les fameux besoins de sécurité. Et ça, il faut s'en préoccuper en entreprise. Donc là, on est sur la rémunération, le maintien du pouvoir d'achat, les sujets de santé, les sujets autour de ce qu'on propose aux salariés justement en matière de santé, de protection sociale, les mutuelles, etc., etc. Ça, c'est vraiment le besoin de sécurité. C'est la base. Si ça, on ne l'a pas, c'est pas trop la peine d'aller plus haut aussi. Il faut être très vigilant là-dessus. Vous le savez aussi bien que moi, les tensions, voire les conflits sociaux partent de là. Ensuite, quand on gravit la pyramide, on va être sur les sujets d'appartenance et de reconnaissance. Donc là, hop, je prends, tu l'as fait tout à l'heure, le parcours de vie du salarié. Donc, l'appartenance, elle se joue vraiment en effet à l'entrée dans l'entreprise, au moment du recrutement et de l'intégration. Donc, nous, on y apporte du soin. Et encore, on a des progrès à faire, mais on a notamment une école interne de formation pour les conseillers clientèle particuliers. Et là, vraiment, on travaille sur ce sentiment d'appartenance. Dans cette école, les formateurs internes, ce sont aussi des collègues. Donc là, c'est fort par rapport à ça. J'intègre vraiment un collectif. Toujours sur l'appartenance et la reconnaissance, quand j'évolue dans mon parcours au Crédit Agricole, ce qui est important aujourd'hui, Evelyne l'a dit,
les salariés, ils ont vraiment besoin d'avoir des perspectives d'évolution, d'avoir des perspectives de carrière. Donc là, on a un gros chantier là-dessus pour donner de la visibilité sur ce sujet-là. On est vraiment dessus. Alors, pour donner une illustration, en lien avec les thématiques qu'Evelyne a données tout à l'heure, typiquement sur ces sujets-là, on se sert de l'intelligence artificielle. On utilise notamment une plateforme où les salariés saisissent leur CV, intègrent leurs compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales, font un test de personnalité. Et parti de là, ça mouline et l'intelligence artificielle vous propose les postes en interne qui sont les plus compatibles avec ce que vous êtes et les perspectives que vous avez rentrées dans la machine. Bon, ça, c'est une utilisation de l'IA. Dans un monde idéal, ça pourra pousser aussi les formations qu'il faut faire pour arriver à occuper le poste de ses rêves. Mais bon, tout ça, c'est en cours. Ça, c'est l'utilisation qu'on peut faire de l'IA. Après, je continue mon parcours et en effet, Evelyne aussi en a parlé. Vraiment les sujets, alors de fin de carrière, le terme il n'est pas top, mais voilà, il y a un âge quand même, moi je le situe personnellement à 50 ans parce que c'est mon âge. Le sujet, il faut se préoccuper des personnes à cet âge-là. Le besoin de reconnaissance, il est très fort à ce moment-là. Voilà, il y a des sujets personnels qui se jouent, les études des enfants, la maladie des parents. Hein. Et là, on a vraiment besoin d'accompagnement, puis il faut relancer les personnes, parce qu'il y a encore 15 ans à faire. Il y a encore 15 ans, je suis peut-être optimiste. Donc là, on va être sur les sujets, sur le sujet de la transmission. On devient formateur interne, on peut faire du tutorat, on peut faire du mentorat. Donc voilà, globalement, la chaîne de valeur de l'engagement chez nous. Alors, comment j'intègre ce qu'on fait avec Evelyne je l'intègre finalement en haut de la pyramide. Donc, vous connaissez le haut de la pyramide, c'est la réalisation de ça. Donc là-dessus, c'est vrai que le programme qu'on fait avec Evelyne, il permet d'être sur ce registre-là. Donc, pour vous dire, bon, Evelyne l'a expliqué concrètement comment ça marche. Vous avez une semaine intensive où nous, notre programme, il s'appelle, on l'a appelé le Neurozest. C'est un programme, il est expliqué aux collègues en disant c'est un programme sur neurosciences et intelligence émotionnelle, on l'a appelé nous. Parce qu'on a un vrai sujet d'esprit d'équipe, de volonté de transversalité, c'est ça notre objectif, travailler là-dessus. Je vous apprends rien, c'est des éternels silos, apprendre les gens, apprendre aux personnes à travailler un peu plus en transversal, un peu moins en solo et être dans une vraie chaîne de valeur de collaboration entre eux. Nous, notre objectif, il est vraiment là. Donc le programme, il commence sur la connaissance de soi avec un test. Et pendant une semaine, vous faites des capsules tous les jours qui vous expliquent comment votre cerveau fonctionne. Avec l'idée que, un peu par nature, pour des instincts, c'est notre instinct de survie, on a une façon d'aborder les choses par la négative. Donc, une fois qu'on a appris à fonctionner comme ça, on peut commencer à avancer pour un peu plus positiver les choses, pour un peu mieux comprendre ses émotions, celles des autres, et comment on fonctionne, et se poser et être capable. Voilà, il y a un fait, ça génère une émotion, ça génère un comportement. Être capable finalement d'avoir une lecture sur ce qui se passe en moi à ce moment-là. Et donc, c'est des choses, Evelyne disait complexes, mais le programme a le talent de les rendre accessibles. Et c'est vrai qu'on a de très très bonnes réactions. Alors après, vous avez des gens très promoteurs, des gens beaucoup plus méfiants, mais vous avez de très très bonnes surprises où des personnes apprennent un petit peu plus à analyser leur comportement, sont moins dans la réaction, et ça c'est positif. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de cette semaine, parce qu'en général, c'est souvent ça qu'on dit en formation, hein, vous poussez une formation, tout le monde fait la formation, on est content, puis après on n'en parle plus. Là, il y a un ancrage qui dure 6 mois, qui dure 1 an, nous ça va durer 1 an, et toutes les semaines, on retravaille. Alors c'est soit une conférence qui est animée
par Zenmond Drop. Alors les thématiques, voyons, j'avais noté différentes thématiques que nous on a eues. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des thématiques sur la connaissance de soi, sur l'inclusion, sur la gestion du stress, sur les mots qu'on utilise, méditation, respiration, sur la résolution de problèmes. Donc voilà, toutes les semaines, on a une piqûre de rappel. C'est combien? 3/4 d'heure toutes les semaines, tous les jeudis, nos agendas sont bloqués. Et on passe du temps, soit en conférence, soit du travail perso, sur ces sujets-là. Donc cette inscription sur la durée, elle est vraiment très, très importante. Et on est en plein dedans, en fait. On est en train de tester ce module au niveau de la RH. Et moi, je pense sincèrement que pour revenir à notre chaîne de valeur sur l'engagement, avec ce programme-là, on est vraiment sur des sujets d'accomplissement, de réalisation de soi, et ça transforme vraiment positivement les gens. Alors, il y a un vrai travail de motivation, il faut des ambassadeurs pour accompagner ce programme-là. Donc, on est très, très content de faire ce programme. Moi, en interne, Evelyne en parlait, je suis très vigilante, en effet, sur le développement de compétences comportementales. Et très régulièrement, à l'occasion de mes rencontres avec les équipes, j'explique qu'en complément de toutes les compétences techniques dont on a besoin dans la banque, il faut vraiment qu'on développe nos compétences comportementales. Le contexte de l'intelligence artificielle oblige. Donc, moi, je prêche qu'il faut demain savoir communiquer, savoir coopérer, avoir de la créativité et avoir un vrai esprit critique. Et ces 4 qualités-là, avec Zenmond Drop, il y a un vrai travail de fond, un vrai travail de transformation des équipes qui est en marche chez nous aujourd'hui. Et on commence à avoir de bons résultats. Voilà. Merci Marina. À votre disposition si vous avez des questions. Merci. Et puis Bertrand. Allez, merci Marina, merci Evelyne. Moi j'avais un rêve en fait quand je suis arrivé à la direction du groupe en employeur. C'est avoir un champ de tomates. J'ai planté des patates. J'ai eu des patates. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné donc. Donc juste rapidement, le groupe en employeur c'est quoi? C'est une structure associative avec des adhérents professionnels, à peu près 150 sur le département Charente, pour lequel on va offrir les compétences de nos collaborateurs au service de nos adhérents, temps partagé en temps plein et répondre aux besoins programmes du territoire. Allez, je clôture le groupe en employeur. Que s'est-il passé pour qu'on fasse appel à Evelyne et à son équipe? Vous avez tous connu le Covid, le confinement, l'inflation, rareté de profil. Maintenant, ça va être l'inverse. Alors voilà, 4-5 ans un peu chaotiques comme ça fragilise un peu les équipes. Ça brasse au quotidien. Voilà, chaque jour, on en prend un petit peu. Et c'est pas très confortable. Alors que l'objectif premier d'une entreprise, c'est malgré tout qu'elle progresse, qu'elle soit à l'aise, que les gens qui la composent soient bien au quotidien. Mais finalement, toutes ces petites pellicules comme ça qu'on a Covid et autres, finalement entachent le quotidien et on ne produit toujours pas de tomates. Donc pour le coup, c'est vrai sujet novateur qu'est Zenmond Drops. J'ai trouvé ça formidable quand tu m'as présenté le sujet. Je me suis dit voilà une approche un peu moins descendante, un peu moins autocratique aussi. Voilà, on a 3 jours à fond, à 7 heures, allez, on envoie et on imagine que tout est résolu à l'issue. Pas toujours. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Alors que là, on a un programme plutôt étalé dans le temps, donc on peut s'en nourrir, progresser, évaluer si en effet ça ne fonctionne pas. Donc pour aller vraiment à l'essentiel et au final, moi je ressens quelque chose. Je ressens plutôt un bonus parce que finalement, ce sujet individuel n'est pas tous en masse en temps de même information avec une gestion différente. Pour le coup, chacun s'approprie. On y va à notre rythme. On a quand même
alors c'est pas l'œil de Moscou, hein, mais pour le coup, elle vient de temps en temps challenger un peu les sujets, est-ce qu'on va bien, pas bien, est-ce qu'on ressent quelque chose. Et en réalité, moi j'ai l'impression qu'on a réussi à oublier un peu cette pellicule sur nos épaules. Pour le coup, je retrouve une équipe un peu plus réunie vers la culture du résultat. C'est pas mal, c'est un peu l'objectif des boutiques. Et puis, Tu peux mettre plus par là pour qu'ils t'entendent un peu plus. Voilà. et surtout qu'on aille, voilà, qu'on aille bien, qu'on aille mieux, qu'on participe à la vie d'entreprise. En fait, pour l'instant, ça fonctionne. Je suis dans les temps. Oui, ça va. 57, t'as trop parlé aussi. Oui. Et, que vous dire d'autre donc voilà, chacun fait ça à son rythme. C'est extrêmement bienveillant, c'est plutôt original. Vous savez, le PowerPoint qu'on voit sans arrêt, un peu comme là. Voilà, on passe à chaque jour, il y a un novateur, il y a rien de très, très glorieux dans tout ça. Donc là, pour le coup, on fait vraiment ce qu'on veut, au moment où on le veut, sauf la première semaine, où là, c'est vraiment autocratique. On a une Evelyne en marche avant, mais finalement, il le faut. Et à l'issue, voilà, on se retrouve à observer le monde de manière un petit peu différente quand même. C'est plutôt sympa comme schéma. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? J'avais préparé un tas de trucs, mais Marina, bien sûr, a tout dit. En plus, ça parle bien. On pourra peut-être après faire des questions, Ouais. ouvrir aux questions si jamais vous en avez. Comme vous avez les collaborateurs que vous placez sur l'entreprise, donc ça, la solution que vous avez mis en place pour GE16. Alors nous, c'est en 2 étapes. D'abord, on va goûter. Vous travaillez dans les entreprises, donc semer les graines. Voilà. Alors, on a déjà goûté. On s'est dit, bah, tiens, le schéma est novateur. Donc, comme tout schéma novateur, on observe, on scrute, on étudie, on teste et on avance comme ça. J'ai pris d'abord, on a travaillé d'abord sur l'équipe des permanents, l'équipe de gestion. Donc, 7 personnes, une 8e est arrivée, on l'a englobée voilà, dans le sillage. Et en effet, j'ai informé moi l'ensemble de nos adhérents ce que l'on faisait. Donc là, je sème. Donc, et en effet, une fois après avoir semé des tomates, pour avoir des tomates, mais pour le coup, j'imagine que derrière, il va y avoir un effet boule de neige, puisque chez nos adhérents, on va trouver tout type de structure. On va passer de JDR, le roi, au PME, sur les 6, etc. Enfin, on a tout un tas de structures différentes qui vont pouvoir s'y raccoler si toutefois elles le souhaitent. Mais on a commencé par nous se mettre en mode test, puis on a regardé ce que faisaient nos petits camarades de la caisse du Crédit Agricole. Quand on a vu que ça fonctionnait aussi pour eux, je me suis dit qu'on serait quand même idiot de ne pas faire confiance au projet de Evelyne. Voilà. Mais d'abord, en interne. C'est bien vendu. Hein. N'oublie pas ma petite enveloppe. Oui, c'est ça. Non, mais c'est extrêmement important. Toujours en partant de le vide au sein de la structure, derrière, forcément, il y a des graines, des prescripteurs au sein des entreprises et cultiver en fait ces valeurs-là. Il y a un vrai On ne développe pas que les compétences comportementales, on développe le business aussi. Ah ben, l'objectif au bout du bout, c'est ça, hein, c'est prendre plaisir au développement d'une activité, d'un programme, d'une vision, d'un objectif, et puis de faire en sorte que ça fonctionne. Au bout du bout, c'est ça. Et si en plus on peut le vivre mieux, parce que c'est vrai que les parties de foot, c'est sympa, mais au bout de 3 heures au baby, finalement, on n'a toujours pas produit. Bon. Merci beaucoup Bertrand. Merci à toi, On va dépasser un petit peu le temps, oui. J'ai juste une question. Oui. Depuis quand le programme a été mis en place là, auprès de Novembre 2023. Donc ça va s'arrêter en novembre 2024. C'est un plan d'aidant. On est en plan d'aidant. Mais on voit déjà, ça va faire déjà, on entame le 6e mois, on voit déjà la progression à Marina de ce qui se passe surtout. Et puis comme elle le dit, il y a parfois des surprises, des gens qu'on n'imagine pas qui vont adhérer et qui sont totalement transformés en fait. Après, il y en a qui adhèrent pas dès le départ, qui n'adhéreront jamais et qui, au contraire, ouais. Mais ceux-là sont très importants. Je l'ai dit toujours, ceux-là sont très importants parce que sans eux, il n'y a pas de débat. Sans eux, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi. C'est eux qui vont être à la machine à café, oui, mais ton truc de respiration là. Mais ben justement,
Eh bien, super, parlons-en. Et puis, ce qui est vraiment, ce qui est important, et à partir du moment où vous êtes sur des compétences comportementales, c'est forcément des choses qui vous servent à titre professionnel, mais forcément à titre personnel. Donc, il y a pas mal d'échanges autour de ça, des collègues autour de l'éducation de leurs enfants, ceux qui ont des ados. Là, vous voyez les sujets d'assertivité, tout ça, là, vous les mettez en pratique. Mais du coup, c'est aussi une façon d'aborder ces sujets qui est très, très positive et qui, du coup, nous font progresser complètement et entièrement la personne en général, pas que le professionnel. Donc ça, c'est nouveau et extrêmement bien perçu. Et il y a un petit effet magique aussi. On n'a pas parlé, c'est-à-dire on aurait dû actionner. Alors, je suis d'accord avec ça, parce qu'en fait, c'est pas que la démarche, elle est intellectuelle, mais aussi, elle est aussi physique. Dans l'expérience qu'on vit avec Evelyne, vous avez des choses physiques. Vous avez la tisane, vous avez des savons, vous avez plein de choses qui, du coup, vous vivez dans votre corps ce que vous apprenez aussi intellectuellement. Alors, sur le moment, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais quand même, sur la durée, il y a vraiment des choses qui changent. Alors, c'est diffus. Mais voilà, il y a les deux aspects. On n'est pas que dans une formation, vous êtes sur la compréhension intellectuelle. Vous vivez aussi quelque chose physiquement. Et ça, c'est des trucs de neurobiologie, neuro-machin. Mais ça marche. Mais ça marche. Alors, ce qui marche, c'est sa voix. Oui, aussi. Une petite voix cristalline envoûtante qui vous met en mode... Mais voilà, et après, c'est vrai que la respiration, nous, on le voit dans les équipes. À chaque fois que, bon, ben voilà, hop, je dois intervenir en public, bon, on est les uns à côté des autres, ah, il faut que j'y aille, bon, ben, allez, hop, respire. Bon, ben voilà, on est de l'ordre du réflexe aussi, de deux, trois trucs qu'on a appris, qu'on fait tout le temps rentrer aussi dans notre quotidien, dans notre façon de vivre. Et ça, c'est vraiment chouette. On construit de nouvelles habitudes, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de temps. C'est ça. Ah oui, totalement. Et on vous explique pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire comment votre cerveau crée de nouveaux schémas cognitifs, des nouvelles habitudes pour que ça se passe. Et comment votre cerveau peut aussi éliminer des schémas cognitifs pour éliminer peut-être certaines habitudes. Et c'est ça qui est magique, c'est que on se balade dans notre vie sans comprendre ça, alors que ça a une force, et c'est juste qu'il faut le savoir en fait. Comment je fonctionne pour que moi je puisse mettre en place des choses dans ma vie qui ne sont pas du tout complexes, mais qui peuvent vraiment m'apporter énormément, personnellement et professionnellement. Et ça, je vais faire rapidement, du coup ça me permet de passer l'interview de Louane. C'est 45 secondes. Pour ceux qui sont en ligne, on est désolé, on prend un peu de temps, mais je pense que c'est important parce que ça exprime bien le quotidien de quelqu'un qui fait un programme Zemandros. Alors, j'espère qu'on entend bien à distance. On va voir. Sinon... Alors la première, ça va être le petit savon qui est juste ici et la lavande. La lavande parce que il est juste devant mon ordinateur et que des fois, quand on a un coup de stress au travail ou qu'on a un coup de pression, c'est vrai qu'on a tendance à le renifler à même. Donc c'est super bien, je trouve. Puis le petit mot aussi qu'on avait, je trouve ça super personnel et il est aussi devant mon bureau. J'ai une petite anecdote par rapport à la boxe et surtout par rapport au savon. Parce que j'ai une toute petite salle de bain et le savon diffuse partout dans la salle de bain. Et c'est vrai que ça sent bon tout le temps. Et à chaque fois que quelqu'un rentre dans ma salle de bain, on me le dit. Et je suis contente parce que ça fait penser à Zemandros. Voilà, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on vous apporte, et c'est pour ça que ça s'appelle Zemandros, c'est gouttes de citron. C'est à petite dose, on vous apporte de façon ludique, de façon simple, de façon efficace, à la fois la compréhension de comment vous fonctionnez et à la fois l'outil
ou des outils que vous pouvez utiliser en fonction aussi de vos affinités. Vous avez une boîte à outils, vous piochez dedans pour que ça puisse vous apporter la nature. Et donc, quand Luan, parce qu'on a été au Crédit Agricole pour faire ces prises de vue, Luan nous a dit ça, et puis après, on est monté avec Marina pour autre chose dans leur bureau, et réellement, il y a des Zemon Drops partout. Alors moi, ça m'a fait énormément plaisir, parce que je me suis dit, on est passé par 24 mois des R&D pour créer tout ce qu'on vous propose là. On s'est pris vraiment la tête à faire tout ça. On a fait des tests, des allers-retours. 300 personnes sont passées à tester, à nous remonter les informations. Ah mais oui, mais il faut ça, mais il faut du matériel, il faut de la communication, il faut... Tout ça, c'est vraiment un travail de plus de 24 ans. On y arrive et on est heureuse quand on va chez un client et qu'on voit que c'est en place, que ça fonctionne et que chacun a son petit Zemon Dropster, son petit Zemon Dropster là, ça infuse le quotidien d'un service d'une entreprise. Alors évidemment, là on vous montre ça, il y a d'autres choses aussi à faire, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est concrètement. Arrêtons de parler de la qualité du lieu de travail, tout le monde sait qu'il faut s'y coller, mais concrètement, je fais quoi? Comment je le mets en place? Qui c'est qui peut m'aider? C'est ça qui est important, parce que maintenant on n'a plus trop le choix, il faut y aller. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires, des réflexions, ou est-ce que ça va jusqu'à là? J'ai une question. Déjà, je vous remercie pour votre grosse intervention. Je pense qu'on est venu, on était intéressé par le sujet, convaincu, mais pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très concret, très pratique. Mais il nous manque une petite étape, peut-être par rapport à ce que vous évoquiez sur votre expérience en Chimélec et vous, au Crédit Agricole. Au-delà de votre conviction personnelle sur l'intérêt d'aborder ces sujets et de mettre en place ces démarches, c'est comment convaincre quand on est dans une organisation, on a le sentiment d'être un petit peu dans la tête dans le sable, un peu la politique de l'autruche. Comment on amène ça si voilà, l'organisation a un peu tendance à dire oui, il faut travailler ces sujets-là, mais sans vouloir véritablement regarder l'état des lieux de départ. Comment convaincre de le faire? Alors oui, c'est beaucoup d'énergie, mais ça veut dire qu'il faut vraiment aller à la rencontre des équipes. Nous, on en parle au manager, enfin, on parle de ces sujets-là au manager. Moi, je vais rencontrer les différents services et je leur parle de tout ça. J'ai tout presque une plaidoirie, si vous voulez, sur pourquoi il faut se former. Alors, nous, on se forme aussi pour la satisfaction des clients. On se forme pour se développer professionnellement. On se forme pour se préparer au métier de demain. Du coup, là, je commence à aborder les soft skills. Il y a des langues professionnelles, tout ça. Et puis après, je passe sur le comment et du coup, je parle des programmes qui existent. Mais c'est aller à la rencontre des personnes, c'est passer un peu de temps. Là, le début de semaine, j'étais avec des équipes à Bergerac et ils étaient une vingtaine et puis j'ai échangé avec eux. C'est quoi votre job? C'est quoi vos relations avec les clients? C'est quoi vos relations dans les services du siège? C'est quoi votre vécu? Puis moi, au fur et à mesure, je type un peu au niveau des compétences comportementales ce dont ils ont besoin et puis je leur apporte la solution. Après, moi, je vais vous la raconter vite, mais je raconte toujours l'histoire du bûcheron. C'est une petite anecdote, mais l'histoire du bûcheron, c'est... donc je sors de l'école Saint-Bûcheron, il sort de l'école des bûcherons, il est hyper fort, il s'est coupé des bûches, il est au top. Donc il est embauché dans l'entreprise des bûcherons et son objectif c'est de faire 10 bûchettes. Donc il commence à travailler, au début il en fait 5, il progresse, il en fait 6, il en fait 7. Puis le temps passe et ça bloque à 7. Alors il se dit je vais faire les heures sup. Et en effet, les heures sup, il travaille plus, il fait 7,5, c'est cool. Et puis, ça bloque toujours. Il reste à 7,5. Là, il commence à se faire du souci, il ne dort plus, il est inquiet, il sait travailler plus, 7,75. Ça bloque toujours. La morale de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter,
pour aiguiser la lame de sa hache et se former, c'est ça. Je raconte toujours cette petite anecdote, elle est toute simple, mais c'est ce temps pour soi, ce temps d'investissement pour s'améliorer. Oui, je perds du temps, oui, je ne fais pas le boulot que j'ai à faire et Dieu sait si j'en ai, mais cet investissement-là, c'est de la productivité à l'avenir parce que je serai meilleure. Moi, c'est un peu comme ça. Mais c'est de l'échange, c'est de la pédagogie, c'est aller à la rencontre des gens. Moi, je n'ai pas d'autre solution que ça. Et vous prenez comment pour que tout le monde prenne ce temps? Parce que c'est ça qui est difficile. Enfin, je parle en tant que salarié qui suit la formation au sein du GIECF. Et c'est vrai qu'il faut se le donner, il faut s'accorder ce temps-là. Et c'est ce qui peut paraître difficile en fonction de nos fonctions, nos agendas. Alors nous, ce qu'on a mis en place justement avec Marina et Bertrand, et puis on va vous informer d'ailleurs, de la nécessité de piloter ça de près, cet approche héroïste. Ah ben, en fait, ce qui fonctionne du tonnerre, mais là on a des taux de réussite très forts, hein, 95-98% d'adhésion, c'est la première semaine. Parce que tout le monde y va, c'est presque imposé. Hein. Voilà, du lundi 7 avril au lundi d'après, tout le monde s'y colle, on y va. Tout le monde reçoit la box, tout le monde s'y met. Là, ça fonctionne. Après, c'est dans la durée. C'est pareil, comme le sport. On est tous d'accord, on se dit, voilà, ça y est, moi je vais faire le marathon, j'y vais avec la troupe, la première semaine, je suis à fond, la deuxième semaine, je suis à fond. Il y a 2 ou 3 qui sont à fond jusqu'au 6e mois, mais bien moi, il en reste plus qu'un, et puis voilà. Ça, c'est normal. Derrière, comment on fait? C'est là où le rôle des ambassadeurs est important. Donc, on a mis en place des ambassadeurs. Donc, on a détecté ceux qui sont à fond toujours. Le marathonien qui va jusqu'au 12 mois là, au taquet, et ben, c'est lui qui prend l'information, qui s'organise en interne pour justement la distribuer, etc. Mais une condition la condition importante pour que ça fonctionne, c'est que la direction doit vraiment être partie prenante. Elle doit être exemplaire. Parce que si la direction ne s'y colle pas, en fait, les autres ils vont se dire bah non, de toute façon, c'est pas important. En fait. Donc, comme c'est pas important pour eux, bah, c'est pas important. Manager. Oui, excusez-moi, donc cette période, en fait, il faut travailler sur la stratégie aussi, donc la vérité, c'est aussi de la stratégie de l'entreprise, effectivement, la direction. Mais la vérité, c'est aussi ce qui se passe à l'interne, c'est aussi les ambassadeurs qui peuvent être très importants sur une durée, mais aussi l'engagement, ce qui permettrait que l'engagement des salariés soit sur un très long terme. C'est ça, en fait. Après, c'est encore une fois le rôle. Voilà, ça, alors, l'instaurer, c'est bien, mais après, il faut le maintenir, il faut savoir évaluer les choses aussi dans le temps, sur plein de critères, et puis il faut savoir avoir ce suivi, parce que j'imagine qu'un système, s'il est introduit, s'il est intégré comme ça, et s'il n'y a pas eu ce management du changement aussi, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes stratégiques, pour la vision RH, du de l'entreprise, c'est qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait tous ces éléments pour qu'il y ait cette situation qui perdure en fait dans l'organisation. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Ça, c'est un travail qui va aller sur un travail de fond, qui va vraiment être sur la forme. Pour faire une transition, justement, une culture de transition ou un passage, il n'y a rien de mieux qu'un passage en douceur en réalité. Voilà. Et là, pour le coup, c'est plutôt facile à mettre en place. Et derrière, l'ambassadeur ou l'ambassadrice, c'est excellent. Parce que le maintien, il se fait là, en fait. Le coureur de fond, c'est vrai que sur 1000 coureurs, on va avoir 3-4 ou 2 qui vont tenir l'entraînement. C'est ceux-là, en effet, qui vont être pilots du sujet et qui vont mettre bien. À l'inverse d'une formation classique, une semaine, 3 jours, qu'est-ce que l'on en fait après? Finalement, on va lui questionner à l'entretien annuel. En fait, on en est où? Tu as appris ça? Il en a rien. J'allais dire 8 mois après, tu te rappelles de ta formation des 3 jours et 8 mois? Tu as fait quoi? Voilà, Compliqué. Alors que là, il y a une activité qui est hebdomadaire, on fait pas, on la dépend. Je l'ai même fait là.
La petite écoute de jeudi, par exemple, je l'ai reproduit moi, avec mon épouse dans mon salon, un dimanche matin. Alors, je ne vais pas les aimer tout de suite, sinon elle va me facturer un peu comme ça. Heureusement, elle l'a fait. Mais voilà, on peut prendre le temps qu'il nous faut, mais c'est vrai que l'ambassadeur ou l'ambassadrice, nous, on a défini une chez nous qui est vraiment une marathonienne sur le sujet. Et là, voilà, nous amener là-dessus parce qu'elle est au taquet. Ça permet une certaine animation des choses, effectivement. Il y a toujours cette personne présente qui va faire en sorte. Ouais, je trouve que c'est hyper important parce qu'il ne suffit pas de l'instaurer, mais effectivement de maintenir sur la comme le tirage de corde. Ouais, c'est ça. Il faut toujours celui qui va tenir sur le fond et la durée. Et c'est d'autant plus positif pour la marque employeur après parce que finalement on travaille sur l'interne, Oui, c'est un mais sur impact. l'externe aussi finalement pour aussi attirer le besoin et la cause. Je me permets de vous couper parce qu'on est déjà 20 minutes et je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Il fallait laisser voir un mail. Je ne peux pas vérifier, mais je pense qu'on a enregistré la conférence. Pour justement donner le label à Bertrand, à Marina et à l'école 42 pour leur engagement. C'est important de valoriser ça. C'est important, là ça fait 6 mois qu'ils travaillent sur ce projet-là, ça leur prend du temps, de l'énergie, et donc c'est important de les valoriser. Donc Marina, merci pour ton engagement, voilà ton label. Merci Evelyne. Label. Tous les deux. Alors il y a l'école 42, mais Olivier il le recevra après. Donc c'est important, encore une fois, de matérialiser ce que vous faites. Il faut le matérialiser. Vous recevrez un mail. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir nous voir. Il y a 30% de remises aussi jusqu'à la fin de février. Si jamais vous souhaitez mettre ça en place pour vos équipes. Merci beaucoup et puis belle année à vous.